Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence qui a pour thème un sujet qui compte puisqu'on va parler d'investissement locatif dans le neuf, autrement dit d'acheter un logement neuf pour ensuite donner en location, ce qui va nous permettre de parler de prix, de rentabilité, d'avantages fiscaux, de garanties, de prestations et de services apportés par les promoteurs. Je suis Pierre Chevillard, je suis rédacteur en chef pour PAP et pour parler de cet investissement locatif dans le neuf, nous avons deux promoteurs qui vont nous apporter le regard d'experts. Nous avons Vincent Coulombe, qui est directeur commercial du Crédit Agricole Immobilier National. Bonjour. Et nous avons Sébastien Lefrançais, qui est directeur régional des partenaires chez Nexity Patrimoine. Bonjour. Je ne me suis pas trompé, c'est bien ça. Tout à fait. Alors, ma première question, c'est, voilà, on nous dit, on entend toujours que les Français aiment bien la pierre, aiment bien l'investissement locatif. Voilà. Puis après, il y a la crise économique, la Covid, enfin, on vit une époque quand même qui est un petit peu particulière. Et l'idée, c'était d'abord de savoir si, pour vous, les investisseurs sont toujours intéressés par le placement locatif et s'ils sont toujours intéressés notamment par l'investissement locatif dans le neuf. Et est-ce que la crise a changé quelque chose par rapport à ça? Sébastien Lefrançais, qu'est-ce que vous voyez dans votre pratique de la clientèle? Alors, l'immobilier, ça reste une valeur refuge. C'est l'un des rares placements où l'on peut utiliser le levier du crédit pour permettre de capitaliser et d'acquérir une somme conséquente avec une rentabilité très intéressante puisqu'on est entre 3 et 4%. D'accord. Le marché locatif reste soutenu, particulièrement dans les zones tendues où il y a un manque de logements important. Nous avons besoin tous les jours de construire de nouveaux logements et les difficultés que nous rencontrons pour obtenir des permis ou acquérir des fonciers est très importante. Donc, tant que le marché est ainsi, nous sommes dans un cercle vicieux dans lequel nous ne pouvons pas faire suffisamment de logements. Eh bien, on va avoir un marché qui restera très dynamique pour les investisseurs. Merci. Vincent Coulombe, vous, quel est votre point de vue? Est-ce que, comment dire, on a envie de demander, est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir dans le neuf? Bien entendu, puisque nous avons au sein de Crédit Agricole Immobilier déjà une vision très territoriale, très proche des territoires de ces marchés. Donc d'une part, je rejoins le commentaire à savoir que la pierre reste une valeur refuge. Donc on a constaté, malgré les mois que l'on a traversés, une activité extrêmement soutenue. Oui. Malgré la principale difficulté aujourd'hui, on a une offre qui est bien présente. Une demande, excusez-moi, mais l'offre, donc notre capacité à amener des logements sur le marché est sous tension. Donc est-ce que ça vaut le coup? Bien entendu, bien entendu. Puis je pense qu'on va passer un petit moment à voir les différents leviers, les différents dispositifs fiscaux pour voir effectivement dans quelle mesure, puisqu'on a tous des profils d'investisseurs très différents. Absolument. Et pour commencer, parce que quand on parle d'investissement locatif, on a toute une gamme de produits à disposition, un peu comme quand on fait son marché. Le neuf, spécifiquement, s'il fallait ressortir un atout. Un atout, déjà, je pense que la tentation première, c'est d'opposer l'ancien au neuf, bien entendu. Bon, le neuf présente de nombreux atouts. Je vais plutôt parler d'une comparaison, à savoir, bien entendu, des frais de notaire réduits. Ça, c'est l'évidence même, le premier argument qui ressort. Mais on a aussi aujourd'hui des normes techniques et des normes de conception et de réalisation qui offrent en fait au logement neuf des atouts en termes d'usage, en termes de qualité thermique, qualité phonique. Et on est à la veille d'une nouvelle réglementation environnementale, dans le jargon du secteur, qui s'appelle la RE 2020, qui va succéder à la réglementation thermique RT 2012, qui s'appliquait au permis de construire que l'on devait obtenir jusqu'à présent, qui sera effective à partir du 1er janvier de l'année prochaine et qui va faire passer un cran supplémentaire aux exigences techniques sur les logements. Donc pour tout cela, effectivement, le neuf présente des atouts dans la qualité des biens et dans la durabilité de l'investissement. Merci. Pour vous, Sébastien Lefrançais, s'il fallait ressortir un atout sur l'investissement dans le neuf? C'est ce que disait Vincent. Hein. Tout d'abord, c'est permettre d'acquérir un bien peu gourmand en énergie grâce à la norme BBC, mais demain grâce à
carrément à un bien passif, c'est-à-dire qui ne consomme pas d'énergie. Cela permet, c'est un geste, je dirais presque éco-citoyen. Voilà. Hein, dans un monde où on a besoin d'avoir de faire attention à notre planète, eh ben, on a besoin chacun d'utiliser et d'acquérir différentes choses qui consomment le moins possible d'énergie, moins possible de gaz à effet de serre, et les biens neufs répondent à cette demande. Ça permet aussi à des locataires de vivre dans un bien qui répond à non seulement toutes les normes environnementales, mais tous les besoins qui sont nécessaires à leur vie, donc de la domotique que nous utilisons dans tous les logements Nexity aujourd'hui. Merci. Ça veut dire aussi, par exemple, qu'en achetant dans le neuf, un investisseur, il va échapper aux obligations de rénovation qui vont arriver sur l'ancien. Absolument. Progressivement. Donc ça Absolument. aussi, c'est un gros atout. C'est-à-dire qu'on est tranquille en termes de charges pendant des années et des années. Tout à fait, on est tranquille en termes de charges, même si l'immobilier reste un secteur de bon sens paysan. J'aime bien cette notion de BSP, dans le sens où même si on a un logement neuf, après 4, 5, 6, 7 années d'usage, même si on a une rotation de locataires, c'est pas grave. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des actions d'entretien courant, qui est peut-être un petit coup de peinture, je vais parler dans ce jargon-là. Oui, mais il faut en prendre soin. Voilà, il faut en prendre soin, parce que c'est effectivement un patrimoine comme ça a été dit, sur lequel on capitalise, on se crée un patrimoine dans le temps. En fait. Et quand on investit dans le neuf, parce on a souvent vu à l'époque des anciens avantages fiscaux, des gens qui étaient polarisés sur la défiscalisation, est-ce que c'est la bonne stratégie? En fait, pourquoi est-ce qu'on va investir dans le neuf? C'est des revenus, c'est pour préparer la retraite, c'est pour revendre C'est pour tout ça. Oui. Mais comment on choisit? Comment on choisit si on investit pour la première fois, vous voyez, voilà, je souhaite investir dans le neuf, comment est-ce qu'on va, en fonction de cette situation, choisir la bonne stratégie? Non, l'investissement dans le neuf, le dispositif fiscal phare reste le dispositif Pinel. Oui, on va en parler tout à l'heure, donc je ne rentrerai pas dans le détail pour l'instant, mais pour lequel, typiquement, l'élément que l'on va regarder, c'est l'effort d'épargne. C'est-à-dire combien chaque mois je vais être en mesure d'épargner et d'investir dans ce projet pour pouvoir me le financer, même si l'essentiel est financé par du crédit. Après, je vais peut-être faire une réponse pas de Normand, mais au beauté en touche. Je pense qu'il faut venir prendre un conseil parce que chaque situation va être vraiment très spécifique. La constitution du foyer, est-ce que c'est un couple, est-ce qu'il y a des enfants, enfin la tranche marginale d'imposition. Donc, ce sont un ensemble d'éléments qui fait qu'on va diriger un investisseur vers, et selon l'étape de la vie, vers tel ou tel investissement, et fonction aussi du projet. Est-ce que c'est un complément de loyer pour une retraite? Est-ce que c'est un patrimoine et donc un capital que je vais me constituer pour avoir au bout de 10, 15 ans 100, 150 000 euros pour un autre projet? Donc les leviers existent, il ne faut pas hésiter à se lancer parce que c'est finalement assez simple, mais je pense que surtout il faut savoir se faire accompagner par un professionnel de confiance qui va faire l'analyse de la situation et apporter le bon conseil. Merci. Alors pour vous, Sébastien François, en termes de stratégie, votre point de vue, comment est-ce que vous faites avec vos investisseurs? Moi, j'ai jamais investi dans l'immobilier neuf. Comment on fait? Alors, pour moi, il y a déjà 3 types d'investisseurs. Le bon père de famille, Oui. l'investisseur aguerri et celui qui souhaite préparer sa retraite. Ce sont des investisseurs qui ont des objectifs différents et donc qui vont viser des marchés différents. Ce qui compte, c'est, peu importe l'investisseur que l'on est, c'est de savoir s'il y a une profondeur de marché sur lequel on souhaite se positionner. Voilà, tout simplement. Chez Nexity, on propose des solutions pour tous les types d'investissements. Voilà. C'est-à-dire que si par exemple, moi je veux m'installer en Bretagne au moment de ma retraite, vous pouvez par exemple me trouver un appartement dans un endroit plutôt sympa qu'on va mettre en location jusqu'à ce que je puisse avoir ma retraite et là je récupérerai le bien pour le louer par exemple. Ça peut être une stratégie. C'est pas souvent celle qui est employée, mais ça peut être une stratégie. En général, on conseille plutôt d'investir parce que aujourd'hui, si vous souhaitez aller en Bretagne
pour votre retraite, c'est très bien, mais peut-être que dans 15 ans, lorsque vous serez en retraite, ou 20 ans, vous voudrez plus aller en Bretagne, mais aller en Normandie ou en Aquitaine. Oui. Donc, il est important de plutôt faire l'investissement pour préparer votre retraite. Et lorsque vous souhaitez partir, là, vous aurez un capital créé pour acheter là où vous le souhaiterez. Alors Vincent Colom, on dit c'est devenu une sorte, comment dire, de lieu commun, presque de caricature, que réussir un investissement locatif et plus globalement un projet immobilier, c'est de choisir un bon emplacement. Alors, derrière cette maxime qui est souvent assez galvaudée, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la réalité que ça recouvre et pourquoi on doit choisir un bon emplacement? Et puis, c'est quoi en fait un bon emplacement? Ouais. C'est certes, cette expression est peut-être galvaudée parce qu'il y a un deuxième et un troisième argument. Le deuxième, c'est un bon emplacement, et le troisième, un bon emplacement. C'est ça. Mais blague à part, je parlais tout à l'heure de bon sens. Je pense qu'on en revient à ça finalement, à savoir que même si on n'est pas un expert, déjà c'est de se renseigner sur le secteur, une fois qu'on en a défini la stratégie d'investissement, de se renseigner sur le secteur géographique sur lequel on pense positionner effectivement l'investissement. Et puis, c'est s'appliquer des règles de bon sens. Il y a des proximités de commerce. Il ne faut pas oublier que le logement, on va le louer à quelqu'un à qui on promet, ou à un couple à qui on promet un confort d'usage. Donc, il faut faire ses courses, il faut pouvoir se rendre à son travail. Donc, la proximité des transports en commun. Alors là, j'ai peut-être un commentaire très francilien, parce que on voit tout ce qui se passe avec le Grand Paris et la multiplication des gares. Donc, bien entendu, la proximité des transports. Ensuite, aujourd'hui, on l'a vu avec les événements que l'on a connus l'année dernière avec la Covid, prévoir ce qui va se passer à 15 ans, bien entendu, bon, ça va être peut-être un peu plus compliqué. En revanche, donc, il y a ces règles de bon sens sur effectivement l'emplacement, la qualité de l'environnement, la proximité de service, ça fait déjà trois règles. Et puis ensuite, on peut aussi avoir rajouté, même si c'est subjectif pour un investisseur, une notion coup de cœur. Moi, à titre individuel, moi j'ai investi sur un marché basque, bien entendu, mais parce que c'est un village dont je connais le marché par cœur, dont je connais la profondeur locative, parce que je sais à combien c'est loué, etc. Donc je pense qu'il y a aussi cette notion de s'intéresser. On va sur SoLoger, on voit le nombre d'appartements qui sont en location, le niveau des loyers. Donc il faut faire preuve de curiosité pour avoir une discussion, je pense, ouverte avec son conseiller et challenger la proposition. Oui, l'idée c'est ça, c'est de trouver la bonne information. Par exemple, quand on dit tout part du locataire, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une demande locative. On parle aussi de revente, donc vous parliez de profondeur de marché tout à l'heure sur la revente. Ça, comment est-ce qu'on l'identifie? Comment est-ce qu'on peut se faire aider pour le savoir? Alors, déjà pour répondre à Vincent et à la question, tout d'abord l'emplacement est important, mais ce n'est pas le critère numéro 1 selon Nexity. Le critère numéro 1 pour un bien immobilier, c'est son prix. C'est le prix que l'on va faire pour ce bien à cet endroit-là. Lorsque l'on construit à Paris, dans le 15e arrondissement, bien, on doit pouvoir créer un prix qui répond à un besoin de marché local. Si vous vendez à 25 000 euros dans le 15e à Paris, vous êtes hors marché. Oui. Donc ça ne fonctionne pas. Donc c'est le prix qui est le critère numéro 1 dans le choix qui doit être en corrélation avec le critère de marché local. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui va nous permettre de vendre en résidence principale, majoritairement à des gens locaux qui ont besoin de se loger, mais aussi à des investisseurs qui vont permettre également à des locataires locaux de pouvoir se loger. Donc la mixité sociale, le bien vivre ensemble, il ne passe que par un point essentiel, c'est le prix. C'est que le prix de ce bien soit bien corrélé avec le marché. Et ça, c'est extrêmement important parce que la rareté du foncier, les difficultés à obtenir des permis, eh bien, sont extrêmement contraignantes pour avoir le bon investissement pour les clients. Merci. Alors, en matière on a parlé de l'emplacement. Je sais pas, vous vouliez ajouter quelque chose, Vincent Colom, sur cette question de prix, d'emplacement Non, bien peut-être juste un élément effectivement dans la continuité, puisque l'investissement, on évoquait aussi la revente. Oui. C'est sûr que l'achat doit se faire à un prix cohérent avec le marché, donc le prix du marché local.
Parce que si on est déjà positionné à 10-15% au-dessus du marché, on pourrait être peut-être un petit peu caricatural, c'est sûr que l'acte de revente, même 10 ou 15 ans plus tard, Oui. va faire apparaître une décote qui est finalement naturelle, parce qu'on était à l'origine déjà surcoté. D'accord. Donc le bon équilibre du prix d'achat à l'origine du projet conditionne les meilleures conditions possibles de revente. Donc je pense que c'est pour compléter effectivement juste ce message. Merci. Et on entend souvent dire que le produit préféré des investisseurs, c'est le 2 pièces, le 3 pièces. Bon, pourquoi? Est-ce qu'il y a d'autres biens qui sont intéressants? Est-ce qu'il faut situer ça dans une stratégie? Là, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a différents profils d'investisseurs et différentes stratégies d'investissement. Ensuite, le produit, ce qui va quand même déterminer aussi la typologie de produit, donc 2 pièces, 3 pièces, etc., que l'on va acheter, pour l'exemple d'une loi Pinel par exemple, c'est d'abord l'effort d'épargne que l'on souhaite, c'est l'équilibre économique derrière le projet. Donc on pourra peut-être ensuite, il faudra lever des objections ou des craintes qui disent peut-être que sur un 2 pièces, des locataires qui vont changer plus souvent. C'est vrai ou pas vrai, ça dépend des régions, ça dépend aussi des fois du profil de locataire qu'on va avoir. Et je pense qu'il est important, et chez Crédit Agricole Immobilier, comme chez nos confrères, nous proposons des services associés de gestion locative, puisque je pense que là-dessus, il y a aussi la stratégie de le faire soi-même, on en parlera je pense, mais il y a aussi la stratégie de s'appuyer sur un professionnel pour minimiser au moment des rotations de locataires une absence de locataire, puisque absence de locataire, donc absence de loyer. C'est le même objectif. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que tout part du locataire. Sans locataire, il n'y a pas d'investissement négatif. C'est une des contraintes de la loi Pinel. Il faut déjà, on s'engage à le faire, mais il faut donc trouver un locataire. Mais de toutes les stratégies locatives, d'ailleurs, tout part du locataire, finalement. Si vous n'arrivez pas à louer, si vous parliez par exemple de biens trop cher, surcoté par rapport à un empressement, ça veut dire que si vous voulez de la rentabilité, il faut trouver un locataire qui est prêt à payer un prix qui de toute façon ne sera pas payé puisqu'on sera hors marché. C'est ça en fait le truc. Il faut être cohérent. Bien sûr, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend du profil d'investisseur que vous avez en face de vous. Le bon père de famille ne souhaite pas forcément la meilleure rentabilité. Le bon père de famille va vouloir un très bon emplacement. D'accord. Donc c'est très souvent décorrélé du profil investisseur aguerri qui recherche la rentabilité. En d'autres termes, le bon père de famille, lui, il cherche un peu à mettre, des lingots d'or dans son armoire à linge, d'une certaine façon. Absolument, c'est exactement ça. Et concernant le choix du logement, là aussi, c'est vraiment du sur-mesure en fonction de chaque situation, de chaque stratégie. Absolument. Ce qui est important, c'est de déterminer toujours la profondeur de marché. Le bon indicateur est très souvent d'appeler des agences immobilières locales. Pourquoi? Parce que vous allez voir si vous avez 15 T2 à la location dans l'agence immobilière A et 20 T2 dans l'agence immobilière B, peut-être qu'il n'est pas judicieux d'investir dans le T2. Ce qui veut dire que le marché est saturé en T2 Absolument. et qu'il vaut mieux choisir 2 studios ou un T4, par exemple. Tout à fait. D'accord. On a parlé de rentabilité, vous disiez tout à l'heure 3-4%, donc c'est vraiment rentable. Alors, il faut bien préciser les choses, rendement locatif et rentabilité globale. Sur ces deux points de vue, le neuf, ça vaut le coup? Oui, bien sûr que ça vaut le coup. C'est évident que c'est un bon placement puisque vous avez la possibilité de sécuriser votre bien, mais d'une manière globale, le marché immobilier reste tendu et donc il y a des opportunités et forcément une hausse de l'immobilier qui va demeurer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Tant qu'on ne sera pas capable de construire suffisamment de logements pour absorber les nouveaux arrivants, mais aussi les vieux logements, puisque je rappelle qu'on a un des parcs immobiliers en Europe, un des plus vieux, donc on a besoin de renouveler ce parc immobilier de façon très régulière, et tant qu'on n'arrivera pas à générer 500 000 logements par an neufs pendant 10 ans, eh bien on aura un marché immobilier qui sera tendu et une augmentation des prix qui sera naturelle. Et en matière de crédit, parce que ça passe aussi par le crédit, tout à l'heure vous parliez d'effet de levier. Oui. Comment on fait? Parce que nous, on regarde par exemple ce que nous disent les courtiers sur le crédit immobilier.
les banquiers ne parlent pas beaucoup de ce sujet-là. Et ce que nous disent les courtiers, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément facile de financer un investissement locatif. Que les banques ont des critères qui sont très stricts et que du coup, on a un produit pérenne, on a de la rentabilité, on a une demande locative, on a une situation qui fait qu'il y a des opportunités, mais pour le financer, comment on fait pour être sûr d'avoir le crédit? Alors, vous avez complètement raison. Vincent est mieux placé que moi pour répondre à la question, puisqu'il est lui-même banquier. Mais effectivement, les clients rencontrent aujourd'hui des difficultés d'accès au crédit, pas seulement les primo-accédants, mais aussi les investisseurs. La crise a rendu les banques beaucoup plus frileuses et donc elles demandent beaucoup plus d'apports pour toute personne qui veut obtenir un crédit. Et ça, c'est un vrai frein aujourd'hui à nos clients parce que des gens qui veulent acheter, il y en a beaucoup. Mais des gens qui peuvent acheter, eh bien, les conditions d'accès au crédit ont rendu difficile la possibilité aux personnes d'accéder à ces crédits. Merci, Vincent, vous êtes promoteur. Hein, c'est pas vous qui tenez la caisse du Crédit Agricole. On est bien d'accord. Mais je vais rester à ma place. Mais non, mais voilà, c'est comment dire. Comment est-ce que vous aidez vos investisseurs à obtenir le crédit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut éviter pour voir le crédit retoqué? Écoutez, déjà, donc il faut rappeler qu'effectivement, les banques ont resserré les conditions d'octroi de crédit il y a un peu plus d'un an sur les recommandations du HCSF, le Haut Comité à la Sécurité Financière. Ce n'est pas les banques effectivement qui ont décidé, qui leur a imposé donc des taux de solvabilité et donc le fait de respecter strictement le taux d'endettement de 33% pour quelqu'un qui veut aller au crédit, résidence principale ou investisseur d'ailleurs. Et deuxièmement, qui a imposé également des restrictions sur les durées de crédit. Donc ça a été détendu là depuis la fin d'année. Depuis janvier, le taux d'endettement accepté, recommandé par le HCSF, a été remonté à 35%, donc ça a été plutôt une bonne nouvelle. Toutefois, effectivement, il faut avoir une stratégie sur le crédit. Donc la stratégie, ça peut être effectivement, déjà, en ce moment, son banquier connaît bien le profil de son client, donc il est à même de prodiguer le bon conseil. Et ensuite, pour les investisseurs qui ont des stratégies, vont s'adresser à un courtier, ce qui peut être aussi une stratégie. Le courtier peut à ce moment-là être un conseil, pas pour faire 15 dossiers, mais pour adresser son dossier à la banque du moment qui a soit pas nécessairement que le bon taux, mais qui a la bonne proposition de service vu son profil. Mais il est clair qu'aujourd'hui, dans la plupart des financements, y compris pour les investisseurs, est demandé un apport. Ce qui est assez inédit alors qu'il y a 2-3 ans, les financements se faisaient dans le jargon, comme on dit, à 110%, c'est-à-dire qu'un investisseur ne mettait pas un centime dans le projet, il investissait l'ensemble de l'achat, plus les frais annexes, comme les frais de notaire, etc. D'autant que c'était plus intéressant parce qu'il y a un mécanisme fiscal qui fait qu'on retire les intérêts d'emprunt des loyers, d'autres on baisse la base imposable, et que du coup c'était beaucoup plus intéressant de financer à 110%, alors qu'aujourd'hui on va financer à 90% avec 10% d'apport, par exemple. Tout à fait. Enfin, aujourd'hui, on voit sur 20 ans des taux d'intérêt entre 0,8 et 0,9. Quand on est à ces niveaux de taux d'intérêt, même si on rajoute les frais de notaire, c'est un pouillème d'intérêt qu'on rajoute. Donc, je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif, c'est d'obtenir le crédit. Et là-dessus, sur cette stratégie, aujourd'hui, à une époque où des taux d'intérêt à 3-4%, on commençait à avoir un écart. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai. Puis, c'est aussi une façon d'être plus prudent. S'il faut revendre le bien en urgence, il y a une décote, il faut pouvoir rembourser la banque. On peut comprendre, la situation elle n'est quand même pas très facile économiquement. Bien sûr, il faut être très prudent. C'est pour ça que les banques demandent aujourd'hui un apport, parce qu'elles ont besoin de garanties et la situation rendue par la crise les rend plus frileuses, tout simplement. Et donc l'idée peut-être c'est de se préparer avant de commencer à chercher le logement, d'aller voir son banquier, de voir si c'est possible, si on cadre avec les critères, est-ce que ce conseil est valable? De s'assurer d'abord de la faisabilité financière de l'opération. On peut, je prends là le début de réponse, on peut évidemment, avant de s'adresser à nos équipes pour une réflexion sur une stratégie d'investissement et trouver le bien adapté, faire une étude avec son banquier d'enveloppe financière. Enfin aujourd'hui, dans le conseil que l'on apporte à nos clients investisseurs,
nos équipes, je parle, je pense en notre nom à tous les deux, nos équipes sont tout à fait capables de faire justement ce calcul d'enveloppe financière et ensuite d'accompagner le client dans la bonne stratégie pour financer ce bien. Je pense que aujourd'hui, les deux approches sont bonnes, mais je pense qu'il faut avoir le bon accompagnement. Et puis j'imagine que vos équipes connaissent aussi les critères des banques, sont tout à fait capables d'aider l'investisseur dans le montage de son plan de financement et de dire voilà, vous pouvez le faire, là il faut mieux attendre un petit peu, histoire d'avoir des comptes plus clean, enfin voilà, ce genre de choses. Je pense que vous êtes à même de le faire. Bien sûr, on a de toute façon au sein de Nexity notre propre structure de courtage sur lequel nous pouvons faire une étude approfondie avec le client et déterminer le montant d'achat idéal pour le client. Et à partir de là, on peut déterminer, en fonction des critères de recherche, les biens que l'on peut lui proposer. Alors, on investit, on finance, on choisit le logement, mais on gère. Parce qu'il faut quand même gérer, c'est un investissement locatif. Faut le faire soi-même, il faut faire appel à un intermédiaire. Alors, on peut gérer soi-même, mais l'économie que l'on va réaliser en le gérant soi-même, c'est une fausse bonne idée. L'ensemble des frais de gestion d'un professionnel sont déductibles des revenus fonciers, mais en plus, elles participent à sécuriser l'investissement. Voilà, parce que le bien va être géré par un professionnel, il va sélectionner le locataire, il va être garant pour le propriétaire d'un certain nombre de points. Donc on peut s'en passer, mais c'est pour moi une fausse bonne idée. Et à votre point de vue, Vincent Coulombe, on gère soi-même ou on... Je rejoins le commentaire, parce qu'on a effectivement, on propose ce genre de service, et puis aussi une raison simple, on a aujourd'hui un contexte réglementaire qui s'est quand même vraiment compliqué, enrichi, on va dire. Donc il y a un certain nombre, établir un bail, ça devient technique, il y a des diagnostics à faire, donner congé à un locataire, il y a certaines règles à respecter, et je pense que se faire accompagner, c'est le bon conseil, effectivement, et je rejoins le qualificatif de fausse bonne idée, où on croit faire une économie, et en fait, au final, on peut rencontrer des difficultés, donc je pense que c'est plus intéressant de se faire accompagner. Merci. La dernière question, ça on y tient beaucoup. S'il fallait donner maintenant, à part de faire appel à vos sociétés, évidemment, un conseil à donner à quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier locatif. Alors bien sûr, il faudrait aller sur nexity.fr, il y a 4000 lots qui vous attendent, c'est évident. Il faut avant tout aller sur le site du salon aussi. Absolument. Non, l'essentiel, bien sûr, l'essentiel est d'acheter dans un endroit où l'investisseur va se sentir convaincu, en sécurité, mais dans lequel il aura compris que l'on peut acheter sa résidence principale à un endroit. La meilleure hypothèse, c'est lorsque vous allez sur un programme immobilier, vous le voyez, eh bien si nos vendeurs aujourd'hui vendent le T2 en TVA réduite pour quelqu'un qui en fait sa résidence principale et que le lendemain, le même vendeur vend le T2 qui est juste au-dessus un investisseur en TVA à 20%, eh bien c'est que l'investisseur il fait une bonne opération. Parce que le bien, il est au juste prix. D'accord. C'est ça qui est le plus important. Vincent Coulombe, si vous voulez donner un conseil. Alors, je ne peux pas donner le même conseil sur le choix du site internet, mais je peux conseiller effectivement. Si, bien sûr. Je ne sens pas ce conseil, je suis désolé. Mais pour être plus sérieux, donc d'aller bien sûr sur le site du salon, je pense qu'il faut avoir foi effectivement au choix de l'emplacement, savoir ne pas avoir peur de pousser les portes effectivement. Pour venir rencontrer nos équipes respectives, pour profiter d'un conseil, parce qu'on l'a vu, c'est un projet technique qui a besoin d'accompagnement, et je pense qu'il faut savoir établir une relation de confiance pour faire le bon choix sur le bon projet. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour vos conseils. Merci pour beaucoup. vos informations.